Alors, ceci explique peut-être cela. On est dans la pièce de cette exposition qui est en réalité la première antichambre de l'appartement de Madame de Maintenon. On découvre des documents liés, vous le disiez à l'instant, à son mariage avec le poète Paul Scarron, le 4 avril 1652. Françoise d'Aubigné a alors 16 ans. Mais qui est ce Paul Scarron? Comment va-t-elle être amenée à saisir, entre guillemets, si je peux dire, cette opportunité de mariage? Alexandre Maral. Paul Scarron, c'est un homme de lettres très brillant, qui est un peu la coqueluche des salons parisiens à cette époque-là, parce que il a de l'esprit, il a de la conversation, et puis il n'a pas hésité à s'engager du côté des frondeurs. Et donc on aime bien ça dans le Paris aristocratique des années 40. Et moins aujourd'hui. peut-être. C'était pas un gilet jaune. Mais il réunit, reçoit pas mal de monde dans son salon. Et donc, c'est pas du tout. Après, la légende noire l'a un peu présenté comme quelqu'un de difforme, comme un graveleux, l'esprit. Parce c'est vrai, il a publié aussi des poèmes légers, mais il n'a pas fait que ça. Il a son roman comique. Il a beaucoup des pièces de théâtre qu'on jouait d'ailleurs à la cour sous Louis XIV. Et donc, c'est un auteur tout à fait estimable. Donc, la jeune Françoise d'Aubigné, elle est tout à fait flattée de recevoir une proposition de mariage de cet homme qui certes est beaucoup plus âgé qu'elle, mais qui va la prendre sous sa protection et qui va lui donner une situation beaucoup plus sûre que ce qu'elle a connu dans son enfance, une sorte de tranquillité. Elle va pouvoir s'établir. Et surtout, elle est très sensible aux qualités d'esprit de son mari. Donc, à ses côtés, elle va devenir une femme de lettres. Elle écrit très bien, une femme d'esprit, capable d'animer une conversation, de tenir un salon. Et c'est ce qu'elle va faire donc pendant les années de son mariage avec Scarron. Alors, sans conteste, Paul Scarron va lui permettre de tisser aussi des liens avec les cercles littéraires parisiens. Dans cette première salle, 3 portraits de femmes. Anne de L'Enclos, connue sous le nom de Ninon de L'Enclos, Françoise de Rochechouart de Mortemart, connue sous le nom de Madame de Montespan, et Marie de Rabutin-Chantal, connue sous la marquise ou plus simplement Madame de Sévigné. Elles sont, elles, des femmes d'influence à l'époque. Mathieu Davigna. Ninon de L'Enclos est la plus célèbre des courtisanes. On la retient comme étant la grande courtisane de l'époque du début du règne de Louis XIV, mais c'est vrai que c'était une grande dame d'esprit qui va ouvrir par la suite assez rapidement un grand salon qui sera extrêmement fréquenté. Et Françoise de Rochechouart de Mortemart, elle en est à ses débuts à la cour, mais c'est vrai qu'elle est issue de l'une des plus anciennes familles aristocratiques de France. On connaît cette anecdote où elle toisait Louis XIV une fois qu'elle sera devenue sa maîtresse pour dire que la noblesse de sa famille était bien plus ancienne que celle des Bourbons, puisqu'elle remontait au vicomte de Limoges qui était du 9e siècle, alors que les Capétiens n'étaient que du 10e siècle. Mais à ce moment-là, au début des années 1660, elle est une jeune demoiselle de bonne famille qui appartient à la maison de la reine et son existence ne vaut que par celle de ses parents, en l'occurrence Gabrielle de Rochechouart et de sa mère, qui elle-même était dame du palais chez Anne d'Autriche. Donc on a une jeune fille qui, au départ, n'est pas pleine d'esprit, puisque c'est l'esprit des Mortemart qui est déjà célèbre et qu'elle va évidemment perfectionner. Quant à Madame de Sévigné, c'est vrai qu'elle est déjà dans tous les réseaux parisiens de l'intelligentsia et des grands salons, et elle inonde déjà de ses lettres le tout Paris, et on sait quelle grande épistolière elle sera à ce moment-là. Donc on a effectivement la fine fleur, entre guillemets, de l'esprit féminin à ce moment-là, au début des années 1660, que Madame de Maintenon, future Madame de Maintenon, en fait, ne rencontrera vraisemblablement, à l'exception de Anne de Ninon de L'Enclos, qu'après la mort de Paul Scarron. Mais qu'elle le rencontrera parce qu'elle a été la femme de Scarron. C'est ça. Alors pendant 8 ans, elle va fréquenter les milieux littéraires et c'est en 1660, vous venez d'en parler, que son mari, Paul Scarron, meurt. Elle devient alors la veuve Scarron. Alors que se passe-t-il pour elle à partir de ce moment-là? On dit qu'elle serait retournée au couvent. Et moi, je vous pose la question parce que si on se retourne là, dans cette même salle, fait face aux toiles des 3 dames d'influence, une peinture très étonnante, voire détonnante. Dessus, on peut voir Madame Scarron,
nu. La toile, elle est peinte par Louis de Mornay, plus connu sous le nom de marquis de Villarceau, lui-même amant durant un certain temps de Ninon de l'Enclos. Alors, est-ce qu'elle s'est rendue après la mort de son mari au couvent, ou bien avant aurait-elle rendu une petite visite au marquis de Villarceau? En gros, y aurait-il anguille sous roche concernant la relation entre Françoise Scarron et le marquis de Villarceau, Alexandre Maral? Ça, on n'en saura jamais rien, mais c'est vrai que nous tenions à présenter cette toile parce qu'elle est souvent citée comme pièce justificative d'une relation amoureuse entre le marquis de Villarceau et la veuve Scarron. Marquis de Villarceau, donc elle a connu du temps d'ailleurs de Scarron, dont elle a fréquenté l'épouse et lui-même, c'est sûr. Elle est allée à Villarceau, ça c'est simplement, on ne sait pas, on ne sait pas. Le Villarceau était amoureux d'elle. Maintenant, est-ce qu'elle y a succombé? On ne sait pas. Alors, en tout cas, la toile, d'une part, il faudrait arriver à prouver qu'elle représente véritablement la veuve Scarron, ce qui n'est pas dit. Ensuite, qu'elle a été peinte par Villarceau, ce qui n'est pas dit. Donc en fait, on est sûr de rien. On est sûr de rien. On est déjà un peu dans la légende, mais en fait, c'est un document intéressant. Et c'est pas une si mauvaise peinture que ça, d'ailleurs. On y voit un petit amour qui est loin d'être là pour illustrer le consentement de la dame. Hein. Donc la toile peut très bien avoir été peinte aussi par dépit pour illustrer un moment de refus. Enfin, on n'en sait rien. On peut tout imaginer, en fait. Imaginer. Eh ben, laissons les auditeurs imaginer ce qu'ils souhaitent en regardant cette magnifique peinture. On est maintenant, on rentre dans la deuxième antichambre de l'appartement. C'est la deuxième pièce donc de l'exposition. Nous sommes en 1669 à présent, lorsque Madame de Montespan devient la favorite de Louis XIV et évidemment, elle va avoir des enfants illégitimes puisqu'ils vont naître de leur amour. Et là, elle pense à Françoise Scarron afin de les élever. Comment font-elles connaissance? Et que sait Madame de Montespan à propos de Françoise Scarron, au point de lui faire confiance en lui donnant la charge de l'éducation de ses enfants, qu'il va falloir cacher au départ? On le répète, ils sont illégitimes. Mathieu d'Agignat. En fait, en 1667, Françoise de Rochechouart, donc, qui est mariée depuis 1663 avec le marquis de Montespan, cède aux avances répétées de Louis XIV et assez rapidement, ces amours vont donner lieu à des naissances d'enfants illégitimes et puis par la suite légitimés. Et Madame de Montespan, après avoir eu un premier enfant dont on ne sait pas si c'était une fille ou un garçon, qui est né en 1669 et qui mourra en 1672, elle est de nouveau enceinte de celui qu'on considère comme étant le véritable premier enfant du roi et de Madame de Montespan, en l'occurrence le duc du Maine, qui naît au mois de mars 1670. Et au moment de cette deuxième grossesse, Madame de Montespan pense assez logiquement à Françoise Scarron. Tout d'abord parce qu'elles se sont rencontrées vraisemblablement au moment du mariage de Madame de Montespan vers 1663, qu'elles se sont appréciées, elles se sont reconnues certainement un esprit et une intelligence réciproque. Et surtout, Madame de Montespan a dû apprécier la discrétion. On évoquait à l'instant le veuvage de Françoise d'Aubigné. Elle s'est retirée, elle est retournée chez les Ursulines pendant quelque temps au début des années 1660 et elle a continué à mener une vie tout à fait réglée, droite. Et en revanche, peut-être que Madame de Montespan avait eu vent que Françoise d'Aubigné avait déjà fait ce travail auprès de Bonne de Ponce, marquise de Dicourt, qui s'est mariée en 1666 et laquelle a eu très rapidement un enfant illégitime avec son amant le duc de Béthune. Et donc ça devait se savoir que la future Madame de Maintenon ne rechignait pas forcément à assumer ce genre de tâches, tout en sachant que la situation dans laquelle elle se trouvait, face à des dames quand même d'une plus grande naissance que la sienne, ça pouvait être assez intéressant financièrement. Alors après, on a très peu de détails sur la manière dont elle a accepté. On a des témoignages postérieurs, notamment de Madame de Caylus, qui montrerait Madame de Maintenon plutôt réticente à vouloir s'occuper des enfants de Madame de Montespan, mais que si c'était les enfants du roi, elle voudrait bien s'en charger. Donc on a des témoignages, mais qui sont évidemment soit des mauvais souvenirs, soit des arrangements avec l'histoire, mais qui datent de plusieurs dizaines d'années plus tard, en tout cas rédigés plusieurs dizaines d'années plus tard. Ça n'empêche qu'au début, les deux femmes s'apprécient énormément. Et Madame de Montespan va faire le siège de Louis XIV
pour lui vendre, entre guillemets, la veuve Scarron pour s'occuper des enfants, lui vendre toutes ses qualités, et Louis XIV n'en peut plus d'entendre parler de ce bel esprit, comme Madame de Montespan l'appelait. Et finalement, il va accepter en lui disant, écoutez, vous faites ce que vous voulez, de toute façon, c'est Madame de Montespan qui va gérer la location de la maison à Vaugirard, etc., louer une grande maison pour élever les enfants. Finalement, les deux dames s'entendent tout à fait bien, sachant que Madame de Montespan ne voit aucune menace à cette époque-là à l'égard de la veuve Scarron.